Bonjour à tous et bienvenue ici au Parc des Expositions de Besançon Micropolis. Bienvenue sur ce carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté. Il est question à présent de l'innovation dans les marchés publics, de l'expérimentation à la généralisation. Bonjour Marc Tasson. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IDRIM, l'Institut des routes, des rues et des infrastructures de mobilité. Alors l'actualité, c'est un rapport qui a été rédigé par l'IDRIM et qui a été remis au gouvernement. Que contient précisément ce rapport? Alors c'est un rapport que nous avons écrit grâce à nos comités opérationnels, donc en particulier le comité opérationnel formation, recherche et innovation, qui a travaillé sur en fait une question qu'on se posait depuis pas mal de temps et qui était de dire on parle beaucoup d'innovation en France, mais qu'est-ce qu'il y a comme système qui permette de soutenir l'innovation? Donc le sujet, c'est bien le soutien à l'innovation. Et on s'est dit, faisons un état des lieux et regardons un petit peu comment tout ça est considéré, comment tout ça est connu et est-ce qu'on peut en faire un bilan. Donc en fait, on a interrogé tous nos membres, que ce soit le secteur privé ou le secteur public, et on leur a demandé, les systèmes d'innovation qui existent en France sont les suivants. Et qu'est-ce que vous connaissez parmi ces systèmes d'innovation, parmi ces systèmes de soutien d'innovation, lesquels vous connaissez moins bien, et on leur a ensuite posé une deuxième question. Qu'est-ce que vous avez retenu comme bilan de ces systèmes de soutien à l'innovation? Ensuite, on est passé aux attentes. Et ensuite, on a fait des propositions. Donc voilà, on a un rapport qui comporte 21 propositions dans certains domaines et qui permettent d'avoir un spectre assez large sur à la fois, je dirais, l'état des lieux et ensuite la manière dont on pourrait améliorer cet état des lieux, parce qu'on s'aperçoit quand même que la partie bilan est assez intéressante. Quels sont les vœux en particulier qui ont été émis par l'ensemble des membres de l'IDRIM? Alors, les membres de l'IDRIM, en fait, ce sont les maîtres d'ouvrage, en gros, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre qui sont les responsables des projets, et puis ensuite les entreprises qui réalisent les travaux et qui entretiennent après les infrastructures. Donc, ils nous ont dit deux choses. Ils nous ont dit, tous ces soutiens à l'innovation, en fait, ils sont presque trop nombreux, on n'a pas besoin de tout ça, et il faudrait par contre qu'on en ait qui marchent un peu mieux. De telle sorte qu'on puisse avoir une meilleure efficience de l'ensemble du système. Alors, on ne va pas supprimer des systèmes de soutien à l'innovation. Par contre, on va essayer une des propositions qui a été faite, c'est de mieux communiquer sur tous ces dispositifs de manière à ce qu'on puisse effectivement à la fois, je dirais, les utiliser au mieux du possible et puis également aussi les utiliser de manière plus efficiente. Ensuite, deuxièmement, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes qui étaient posés. On y reviendra peut-être tout à l'heure dans le débat. Le problème du risque. Quand on innove, l'entreprise, elle prend un risque. Et forcément, quand on prend un risque, derrière, il y a des incidences. Alors, ce n'est pas les mêmes pour le maître d'ouvrage, ce n'est pas les mêmes pour le maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage, il a un risque financier, mais il a aussi un risque politique. Quand il fait une innovation sur une infrastructure routière, si ça ne marche pas, il va être obligé de refaire, ça va lui coûter de l'argent. Mais si ça ne marche pas, par rapport à ses électeurs, ils vont lui dire, mais enfin, vous n'êtes même pas capable de faire un projet qui fonctionne bien tout de suite. Alors, il faut communiquer là-dessus. Il faut peut-être dire, pour faire progresser la science, on explique aux citoyens, on va innover, on va utiliser une nouvelle expérimentation et on le fait en grandeur nature. Donc, je reviendrai peut-être là-dessus aussi tout à l'heure. Donc, voilà, sans dévoiler tous les sujets, on a apporté... Alors, il y a 21 propositions. On ne peut pas, dans un débat de quelques dizaines de minutes, présenter toutes les propositions, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était attendu et en tout cas très intéressant en termes de contenu. Éric Vermeau, vous êtes le régional de l'étape, président du cluster Éco-Chantier. Quels sont les différents cadres pour innover justement, là, en l'occurrence, en technique routière? Effectivement, on a plusieurs cadres à notre disposition. Je dirais que je pense tout de suite à la procédure d'appel à projet qui peut être lancée par des organismes. Je vais faire un peu de publicité au cluster. On a remporté l'année dernière un appel à projet qui a été lancé par l'ADEME sur de l'innovation. Le projet s'appelle Valo CQFD. Donc c'est un projet qui réunit plusieurs partenaires, des écoles, des entreprises, des chercheurs. Et tous ensemble, on va travailler sur la valorisation des matériaux issus de tranchées. Donc
On rappelle, vous êtes professionnel dans le domaine des travaux publics, mais vous présidez donc ce fameux cluster qui, je le rappelle, est une plateforme qui a vocation à faire collaborer à la fois les entreprises, les collectivités territoriales, mais aussi les laboratoires. Exactement, et les organismes de formation. Et les organismes de formation. Ce qui est important. Donc, il faut le dire, s'il n'y avait pas eu le cluster qui portait ce projet n'aurait jamais vu le jour. Donc le cluster a été le déclencheur, a réuni tous les partenaires, a déposé le dossier, parce que ça a été un très très gros travail. Ça a été porté par le cluster, par Madame Catherine Bohème, qui est chargée de mission, qui a fait un gros travail. Si on n'avait pas eu cette personne en place, jamais ce projet n'aurait vu le jour. Donc alors, ça c'est l'aspect. Alors les moyens, les cadres pour innover. Alors il y a aussi d'autres cadres. Il y a dans un marché public, on peut aussi, l'entreprise peut proposer des variantes techniques. L'entreprise peut proposer des innovations, toujours soumis à l'accord du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Il y a des types de procédures qui sont dédiées aussi, je pense à la procédure de dialogue compétitif, où là l'entreprise rentre dans un dialogue avec la collectivité et le maître d'œuvre, justement pour proposer ses produits, proposer ses modes opératoires, justement pour améliorer l'ouvrage, pour proposer des objectifs de performance, des garanties aussi. L'entreprise peut apporter des garanties. Et l'offre aussi. Et l'offre, et améliorer l'offre pour que la collectivité s'y retrouve. Donc effectivement, il y a cette procédure-là. Et puis, il y a un nouveau marché qui vient de sortir, qui a été soumis à un décret du 26 septembre 2014, qui est le partenariat d'innovation. Donc ça, je vois que Madame à droite tourne la tête, mais effectivement, c'est une nouvelle procédure. On attend qu'elle soit mise en place. C'est vrai qu'il y a des critiques sur la procédure, mais ça peut aussi déclencher des idées et donner un cadre à la collectivité pour que la collectivité puisse déclencher de l'innovation dans un cadre réglementaire bien précis. Il faut que la collectivité soit porteuse de ces projets-là. Alors on poursuit notre tour de table dans un premier temps et je me tourne à présent vers Gilles Grosjean. Alors vous êtes là aussi l'un des régionaux de l'étape de ce carrefour. Vous êtes maire de Clairgouttes en Haute-Saône et vous êtes par ailleurs en charge du PCET au Pays des Vosges saunoises. Et vous êtes gérant de Hallel, un bureau d'études notamment. Alors, de l'innovation, il en est question dans ce débat. Dites-nous notamment quelle a été l'approche au niveau du territoire que vous représentez en matière de marché public. Alors, je vais être pratique. Avant tout, mon expérience de maire. Qui dit innovation dit préparer l'avenir, pour moi. Il faut que ça soit motivé. Et ce qui motive souvent, c'est l'aspect finance ou l'aspect idéologique. Les finances, on a des budgets communaux qui se réduisent un peu, des coûts énergétiques qui s'enflamment. Donc il y a des choses à faire. Donc c'est ça qui donne un peu l'étincelle de départ. Il faut faire quelque chose. Voilà. Alors après, comment le faire ? Donc innover, c'est déjà prendre le contexte pour savoir à quoi on a affaire, sur quels paramètres on peut agir. Et puis après, il y a un mécanisme de maturation qui va faire en sorte qu'il faut qu'on trouve des idées pour faire autrement. Et souvent, c'est le croisement de métiers, c'est le croisement de compétences qui vont amener certaines techniques utilisées dans tel domaine vers d'autres domaines. Et c'est là où est la richesse et où est l'effet de rebond. Donc, alors, un exemple de réalisation au niveau finance, oui, c'est vrai que nous, d'un point de vue énergétique, on s'est rendu compte que notre éclairage public coûtait très cher, nous revenait très cher. Donc on a cherché des solutions pour réduire ces coûts énergétiques. On a eu déjà une approche de bon père de famille, on supprime un luminaire sur deux, puis on regarde ce que ça fait. On a changé aussi, on a essayé de faire des essais de changement de technologie, on est passé à du fluo compact, on a vu que c'était pas mal.
Et puis, on a progressé encore et on est arrivé à des lampadaires plutôt à LED, mais plutôt pas de ce que l'on peut proposer sur le marché, parce que ce qu'on propose sur le marché, c'est encore des luminaires qui sont sur le marché européen, qui sont très chers et donc qui sont difficilement abordables par les petites communes. Et donc, on a cherché un peu sur les différents marchés autres qu'Europe, et on a trouvé des luminaires, enfin des ampoules LED qui puissent se mettre dans des lampadaires classiques sur des douilles E27, je vais être très précis, excusez-moi, avec des coûts tout à fait raisonnables. Donc ça, un exemple d'innovation. Voilà. Et qui va nous permettre de faire des économies, qui va permettre de diviser par 5 la consommation. Dans le contexte de la transition écologique et énergétique notamment. On continue un petit coup notre tour de table avec Frédéric Lesur, responsable des liaisons souterraines à RTE. Alors, chez RTE, l'innovation, c'est au cœur de votre travail quotidien, si je puis dire. Oui, c'est au cœur de notre travail quotidien. Je travaille au sein d'un centre d'ingénierie qui est responsable d'actions de recherche-développement. Donc, nous travaillons sur de nouvelles méthodes, nouveaux matériels, de nouveaux procédés, de manière à non seulement entretenir le patrimoine existant, mais aussi préparer et développer le réseau du futur. Nous exploitons et développons et gérons le réseau électrique, donc ce sont les autoroutes de l'électricité, du 63 000 jusqu'aux 400 000 volts. Et pour ce faire, nos actions de recherche-développement concernent des choses aussi étonnantes que l'amélioration de prévisions de consommation, qui vont faire intervenir des mathématiciens, des statisticiens, que des gens qui vont travailler sur les réseaux à la fois électriques et les travaux de mise en place des liaisons souterraines. Et le cadre, on le rappelle, de l'innovation, c'est au niveau de l'appel d'offres notamment. Au départ, on travaille sur des marchés cadres qui sont signés pour 2 ou 3 ans. On a un volume d'achat qui est avec un appel d'offres européen. Il y a donc un bordereau qui est constitué avec des domaines d'attribution, et les entreprises sont choisies de manière à distribuer ce volume et assurer l'exécution de nos chantiers sur la durée qui a été précisée. Alors la durée, elle est de 2 à 3 ans. Ce sont des périodes volontairement courtes. Volontairement courtes, de manière à garder des gens dont nous sommes satisfaits et d'ouvrir d'autres participants à ce marché. Merci Frédéric Lesur pour ce premier témoignage. À mes côtés, Elisabeth Fernandez-Bégaud, avocate spécialisée en droit public. Alors, l'aspect innovation, c'est aussi le cadre juridique. Est-ce qu'il y a un peu une actualité assez récente? Il y a eu des changements ces derniers mois? Oui, alors tout à fait. Ce qui se passe, c'est que je me souviens l'année dernière, quand j'étais intervenue, j'avais regretté de ne pas avoir un cadre juridique sur l'innovation. Et là, justement, ça tombe très bien, puisque nous avons eu en 2014 un cadre réglementaire européen et national sur l'innovation, puisque une directive européenne est sortie le 26 février 2014, a intégré un contrat qu'on appelle maintenant, qui est un marché public, qu'on appelle le partenariat d'innovation, qui, justement, cette directive dont les objectifs ont été transposés par notre décret, un décret qui date du 26 septembre 2014, donc tout à fait récent, avec une application au 1er octobre 2014, et qui intègre un nouvel article dans le Code des marchés, qui est l'article 70.1, et qui comprend, en fin de compte, enfin, nous avons un cadre réglementaire sur l'innovation, puisqu'on appelle ce marché public, alors il faut faire attention à la confusion, parce qu'on parle de partenariat d'innovation et non pas de contrat de partenariat, qui est un autre contrat qui existe. On est sur un partenariat d'innovation qui est un marché public et qui a certaines spécificités dans notre code des marchés publics. Donc c'est vraiment une volonté déjà de l'Europe, puisque l'Europe a considéré que tout ce qui était recherche et innovation, c'était les principaux moteurs, en fin de compte, de la croissance future.
Et donc, on est sur une volonté de demander au pouvoir public de pouvoir développer l'innovation et d'avoir ce cadre juridique. Alors, on a ce cadre juridique, mais comme tout cadre juridique, bien évidemment, il est tout à fait récent. Personne, pour l'instant, ne l'a mis en place, mais on a des spécificités. Donc, on est en train de travailler pour savoir un petit peu comment le mettre en place et surtout simplifier, parce que le décret, quand même, du 26 septembre 2014 est un décret de simplification du Code des marchés publics, et on va essayer de voir un peu comment mettre en place ce partenariat d'innovation. Y a-t-il une volonté de davantage faire connaître, dans un premier temps, ce décret qui est récent, 26 septembre 2014, pour permettre à ce que les entreprises et les collectivités, surtout, s'en saisissent? Alors, c'est un peu la difficulté de tout code des marchés publics, puisqu'on en a vu quelques-uns depuis plusieurs années. C'est que dès qu'il y a un contrat qui est un petit peu, ou un marché qui est un peu nouveau, en fin de compte, on est un peu frileux. Donc, et je trouve c'est dommage, parce que le partenariat d'innovation va permettre de faire travailler en commun les entreprises et les collectivités locales sur de l'innovation. Alors, bien évidemment, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Comme tout contrat, c'est ce marché, il a une définition, parce que nous avons dans le Code des marchés publics une définition de l'innovation. Et cette définition de l'innovation va créer justement cette collaboration entre les entreprises, les collectivités, par la procédure, parce que là on est sur des procédures négociées, puisqu'on déroge en fin de compte au principe de l'appel d'offres, puisqu'en fin de compte nous autorisons un contrat au-delà du seuil européen à faire une procédure négociée. Mais il est vrai que je dirais presque le frein un petit peu à ce partenariat d'innovation est le fait qu'on doit rentrer dans la définition de l'innovation. Et cette définition d'innovation me perturbe un petit peu juridiquement, parce que, en tant qu'avocate, je vous avoue que je sens arriver les contentieux. J'en suis désolée de vous l'informer de manière un peu brute et depuis peu, mais parce qu'en fin de compte, comme tout contrat, comme le dialogue compétitif, la conception-réalisation sont en fin de compte des marchés où on a eu des contentieux sur cette définition. C'est-à-dire qu'il faut rentrer un petit peu dans les clous pour pouvoir faire de l'innovation. Marc Tasson, sur les leviers d'innovation, l'expérimentation en fait partie, c'est l'un des outils. Alors, je reviens un instant sur les partenariats d'innovation, parce que c'est important de comprendre, en fait, ce sont des marchés de recherche-développement. Et donc, comme l'a dit Madame Bégaud, on va pouvoir passer des marchés dans lesquels on a une première phase qui est une phase de recherche. Alors, on peut passer un marché avec l'entreprise X, mais on peut passer aussi un marché en même temps, enfin une collectivité avec une entreprise. C'est la collectivité qui émet. Voilà, passer un marché avec une entreprise pour faire de la recherche. Sur le même sujet, passer un marché avec l'entreprise Y, et puis on les fait travailler sur la recherche. Et donc après, c'est ce qu'ils vont produire en termes de recherche et en termes d'innovation qui est derrière, qui va permettre d'utiliser ce qui n'existait pas avant, c'est-à-dire en fait d'enclencher une deuxième phase qui est la partie expérimentation en vraie grandeur. C'est-à-dire en fait la concrétisation de la recherche sur le terrain. Alors ça me permet de faire le lien avec l'expérimentation. Donc les leviers d'innovation, parmi les leviers d'innovation, il y en a plusieurs. Premièrement, on ira peut-être d'ailleurs, il faut lever les freins. Donc le texte européen permettra de lever un certain nombre de freins. Alors il y en a plusieurs des freins. On a relevé plusieurs freins. Alors le plus simple, quand vous faites un appel d'offres et que vous ouvrez à variantes, il faut pouvoir analyser les variantes sans risquer qu'au moment de la commission d'appel d'offres, on dise mais pourquoi vous avez pris le deuxième ou le troisième. Donc arriver à avoir des argumentaires qui permettent. Donc on est en train de travailler à l'IDRIM sur la rédaction d'un guide méthodologique pour l'analyse des variantes, parce que c'est une difficulté que nous ont signalé les maîtres d'œuvre. Après, il y a le frein, alors celui-là qu'on connaît tous, c'est qu'un maître d'ouvrage, quand il va expérimenter et utiliser une innovation, il va se trouver devant lui aussi un risque. Alors soit le risque, il est complètement partagé, il est complètement, je dirais, à la charge du maître d'ouvrage, soit il est complètement à la charge de celui qui innove. Et aujourd'hui, c'est une problématique, parce que l'un et l'autre ne veulent pas prendre la totalité du risque. Donc on est en train de travailler. Un risque assurantiel aussi. Alors c'est pas, enfin le risque assurantiel, c'est pas tout à fait ça. Le risque, il existe. Après, il faut savoir qui est-ce qui est responsable, qui c'est qui le supporte. Alors soit on le supporte, l'entreprise dit je fais le pari, j'innove et je prends en charge s'il y a besoin les réparations, donc jusqu'à ce que ça fonctionne. Ou alors effectivement on a un système de couverture du risque, donc on peut avoir des assureurs qui dans certaines conditions pourraient couvrir le risque. On a travaillé sur ce sujet-là. Et puis, il y a le risque du maître d'ouvrage, comme je disais tout à l'heure, qui lui est aussi un risque financier, mais peut être aussi un risque juridique. Pareil, on prend le deuxième, le troisième, parce que c'est un truc innovant.
Pourquoi lui, pourquoi pas un autre, pourquoi on ne fait pas le marché avec la solution de base. Donc ça, on travaille sur ces leviers-là et on a besoin d'expérimenter en vraie grandeur. Mhm. Quand vous faites un nouveau type de robinet qui va résister à des pressions ultra importantes ou une ligne électrique qui va faire moins d'échauffement, de choses comme ça, enfin, il y a peut-être des travaux un peu plus compliqués, mais quand vous êtes sur un truc relativement simple comme un produit de la maison, etc., vous n'avez pas besoin de faire l'expérimentation de vraie grandeur, vous pouvez vous contenter d'un test de laboratoire. Quand on est sur des infrastructures routières, une infrastructure routière, c'est quelque chose qui est soumis à des aléas climatiques, qui est soumis à des circulations de poids lourds, etc. Donc on fait des tests en laboratoire. On a ce qu'on appelle, à Nantes, on a un manège de fatigue. Donc c'est un truc qui tourne sur des chaussées qui permet de simuler rapidement le passage des camions. Mais tout ça, on n'a jamais toutes les combinaisons en même temps. Donc le test en vraie grandeur, c'est le seul moyen qui permet de dire, voilà, ça marche ou ça ne marche pas. Et on a une problématique qui est que les chaussées, ça ne vieillit pas en 3 ans, en 4 ans. C'est des durées de vie qui sont très longues. Comment peut-on faire pour dire qu'une innovation est réussie avant qu'on ait suffisamment de recul? Donc tout ça, c'est des problématiques qui ont été effectivement mises en exergue dans notre rapport. Rapprocher le temps de l'innovation, qui est un temps relativement long en termes de résultats, etc., et le temps des demandeurs, des politiques, des élus et des citoyens qui disent nous, on voudrait, même les entreprises souhaiteraient qu'on puisse avoir les résultats de l'innovation plus vite pour pouvoir lancer les marchés et avoir, je dirais, plus de capacité à exporter après les produits, etc. Éric Vermeaux, puis ensuite Frédéric Le Sur, sur cette notion de risque, de frein aussi à l'innovation, vu de l'entreprise, est-ce que c'est une vraie réalité? C'est des vrais freins qu'on constate de la part du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on propose une innovation, on a toujours en retour de la collectivité quel est le risque. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que l'entreprise peut accepter ce risque et comment elle peut l'accepter et est-ce qu'elle peut réparer à ses frais. Donc après, je pense qu'il faut avoir un dialogue justement avec la collectivité pour savoir quelle est la part de risque que chacun des deux parties prend. Donc ça, c'est une question que l'on nous pose souvent quand on innove. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Effectivement, toutes les bases d'innovation sur lesquelles on travaille actuellement, elles sont sur des innovations. Enfin, toute la réflexion est sur l'innovation, la performance économique de l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si on a des superbes innovations mais qui coûtent très très cher, on est bien conscient que ça ne marchera pas. Donc effectivement, on travaille sur l'économique. On travaille aussi sur l'écologique pour essayer de mieux réutiliser, par exemple, les matériaux alternatifs. Donc voilà, sur le concept de l'innovation, on est vraiment sur la performance économique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut aussi accepter que l'innovation soit peut-être un peu plus chère, en sachant que si on est sur des développements durables, je parle de revêtement, que le revêtement a une durée de vie de 2 ans. Une durée de vie de 2 ans sur un revêtement, c'est énorme pour un concessionnaire de route. Frédéric Le Sur, pour RTE, que faites-vous justement pour essayer de lever ces freins à l'innovation? Comment vous procédez-vous en interne vis-à-vis notamment des entreprises sous-traitantes avec qui vous travaillez? Alors, autant pour le matériel que pour les sociétés qui réalisent les travaux, nous procédons par système de qualification qui sont exigeants. Donc pour le matériel, ça va être des tests, des essais de vieillissement accéléré. Et puis pour les entreprises de travaux, nous allons les challenger entre guillemets sur certaines réalisations, bien vérifier que les prestations sont conformes aux nombreuses exigences qu'on spécifie. Et au vu des retours d'expérience, nous décernons, toujours entre guillemets, une qualification à ces services. Gilles Grosjean, toujours sur ce volet de l'innovation, est-ce que vous avez eu, là vous parliez de l'innovation tout à l'heure dans le cadre de la transition écologique et énergétique, mais est-ce qu'il y a eu des projets que vous avez été amené à étudier, voire peut-être à y renoncer, ou alors à aborder sous une autre forme, justement parce qu'il était question d'innovation et qu'on avait des sujets un peu délicats à aborder, où les freins juridiques, assurantiels pouvaient entrer en ligne de compte? Alors personnellement, je vais plutôt parler dans le cadre du bureau d'études, parce que j'étais amené à innover aussi. Il y a eu des nouveaux produits qui ont été créés.
des protos qui ont été faits, et je dirais après il y a une levée de fonds à faire. Et sur certains produits on a réussi à aller jusqu'à la série, et puis d'autres on n'a pas pu, sur un scooter notamment sur un scooter électrique, on n'a pas pu je dirais aboutir parce qu'il y a une mise de fonds qui était importante, trop importante, avec des financeurs qui ne suivaient pas. Voilà. Donc ce mécanisme-là, je le connais bien dans le sens où il faut bien évaluer en fin de compte la capacité de l'entreprise à mener son projet je dirais, d'innovation, et après à le développer. Et souvent, et surtout dans mon cas, dans ce que j'ai vu, il y a une rupture entre le fait qu'on ait mis un produit à jour qui soit intéressant, et après le fait de l'industrialiser et de le développer sur le marché. Elisabeth Fernandez-Bégaud, tout à l'heure vous avez dit ce décret qui enfin définit un cadre pour l'innovation en France, il est récent, 26 septembre 2014. Vous dites dans un premier temps, on a vocation à le faire connaître davantage. Est-ce qu'il y a d'autres manières de favoriser l'innovation en particulier ? Alors oui, même confirmé par l'Europe et par monsieur, en fin de compte, c'est la variante. On est sur, même l'Europe encourage les variantes dans sa directive européenne. Elle insiste à ce que toutes les collectivités, les personnes publiques puissent développer les variantes. Mais il y a aussi des inconvénients, comme on voit au niveau des variantes. Mais il faut penser que les variantes dans une procédure, même adaptée, ou une procédure formalisée, c'est une question d'analyse aussi. Il faut qu'il y ait des compétences au sein des personnes publiques pour pouvoir analyser ces variantes. Et surtout, il faut penser que quand on est dans une procédure formalisée, les variantes, il faut définir les exigences minimales que doivent respecter les variantes. C'est toujours une difficulté pour les collectivités locales de faire justement au niveau des variantes et de dire, ben voilà, j'ouvre en fin de compte aux variantes, mais qu'est-ce que je vais mettre comme exigence quand on ne... C'est un problème qui bloque actuellement Bien l'Allemagne. Qui ne fait plus aucune innovation à cause de cette définition d'exigence. Au congrès de l'IDRIM, il y a une semaine, on avait un responsable allemand qui est venu nous expliquer que depuis 10 ans, l'Allemagne ne faisait plus aucune innovation à cause de cette réglementation européenne d'exigence, et qui, avec un peu de frilosité aussi, parfois de certains maîtres d'ouvrage, bloque complètement l'innovation. Et il faut absolument passer ce cap, effectivement, pour pouvoir, alors qu'il y a des possibilités de le faire. Mais le problème, c'est que l'Europe, dans la dernière directive de février 2014, a vraiment insisté en disant, elle a dit tout simplement, on encourage à ce que les pouvoirs publics puissent développer ouvrir aux variantes, mais toujours à la même contrainte des fameuses exigences minimales. Et ça, c'est une difficulté. Moi, je le vois juridiquement. On a quand même des arrêts du Conseil d'État qui ont confirmé que pas d'exigence. C'est-à-dire que si on prend une variante où on ne respecte pas les exigences, c'est rejet carrément. Donc, on est sur une structure où on impose quand même au niveau des variantes. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile. Moi, je dis souvent que c'est bien d'ouvrir aux variantes au niveau de l'innovation, mais quand même, y a-t-il des compétences au sein de la collectivité pour pouvoir analyser ces variantes? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les collectivités n'ont pas ces compétences, elles vont les chercher ailleurs, elles vont prendre des assistants pour les aider, et donc on revient un petit peu sur le coût de l'innovation, c'est-à-dire que c'est un coût qui va être supplémentaire. Alors c'est vrai qu'après, au niveau procédure que nous avions avant, on avait le dialogue compétitif, mais on le fait rarement parce que c'est une procédure très lourde, etc. Alors que justement, je trouve que le partenariat d'innovation, où on essaye de le faire très souple par... je dirais une procédure négociée. Alors là aussi, c'est de la recherche. Alors c'est pas l'innovation appliquée. Oui, on est sur de la recherche-développement. C'est vrai que recherche, innovation. Alors l'Europe dit recherche, innovation. Nous, dans notre code, on dit recherche-développement. Vous voyez la différence en fin de compte. Toujours par recherche. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a ces deux phases, mais il faut penser qu'avant d'arriver à ces deux phases, on a quand même des spécificités. Moi, je vois quelque chose qu'on connaît au niveau des marchés publics, dans les marchés négociés, c'est l'obligation de négocier. Or, on s'aperçoit que là, dans le partenariat d'innovation, on va développer la négociation. C'est-à-dire qu'on va demander aux collectivités presque d'apprendre à négocier. Parce que je suis désolée, les collectivités n'ont pas ce sens de la négociation. Peut-être parce qu'elles sont frileuses, etc. Mais pourtant, là, on a besoin de négocier par des phases successives pour comprendre le projet, etc. Alors, il faut savoir aussi que dans ce partenariat, on va demander quand même
aux candidats de justifier qu'ils aient les capacités à faire de la recherche et du développement. Et ça va être difficile parce que dans un sens, quand je vois que ça va être imposé dans le partenariat d'innovation, c'est imposé, hein, c'est le code nous le précise. Ça veut dire qu'en fin de compte, on va se dire, bah oui, mais alors, est-ce que des petites PME vont pouvoir intervenir? La réponse, j'ai du mal, la réponse risque d'être non. Parce qu'en fin de compte, on va demander à ce qu'ils aient fait des recherches. Alors, ça va être des groupements, hein. Il va falloir faire des groupements d'entreprises, etc. Donc, on a un outil, hein, on a un outil juridique, mais qu'il va falloir développer, bien appuyer, bien rédiger, parce qu'aussi, on a une rédaction à faire aussi. Donc, ça, c'est nouveau, c'est récent, mais moi, je dirais presque qu'il faut y aller. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vais vous proposer à chacun d'entre vous de reprendre la parole un court moment pour un peu résumer, de conclure un peu ce sujet, l'innovation. Je vais commencer par Gilles Grosjean. Un mot sur l'innovation, un message peut-être. On profite de la présence des élus locaux à l'occasion de ce carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté. En conclusion, l'innovation dans les marchés publics. Bon, bien sûr, il faut expérimenter, mais il faut vraiment tendre vers la généralisation, selon vous? Il faut déjà être observateur. Comme je dis, il faut déjà avoir une motivation, observateur. Et puis être volontaire pour déclencher des choses. Et puis pas hésiter encore une fois, à faire le croisement de différents métiers, de différentes compétences pour arriver à des choses qui vont nous permettre de faire des économies et puis de vivre mieux. Marc Tasson, directeur de l'IDRIM, l'innovation dans les marchés publics. On parle d'expérimentation, mais est-ce que l'idéal, ce serait vraiment la généralisation? Alors, je dirais, il n'y a pas que l'expérimentation et l'innovation sur les techniques, sur les structures, sur les procédés. Il y a aussi l'innovation sur la manière de passer les marchés. On travaille sur des possibilités donc, de marchés qu'on appelle performantiels, qui sont sur une plus longue durée de vie, donc qui sont aussi une manière de challenger les entreprises sur l'innovation, de les faire travailler sur des solutions qui vont permettre de proposer des choses innovantes et aussi peut-être moins chères, donc d'avoir une meilleure appréciation. Et puis je dirais, moi j'avais envie de conclure aussi sur une citation de Benjamin Franklin, qui est un philosophe et un grand physicien, qui disait il y a beaucoup de voies pour ne pas réussir, et la plus simple, c'est jamais prendre de risques. Prendre des risques, c'était dit par mon voisin entrepreneur, il faut y aller, quoi. Et Madame Bégaud disait aussi il faut y aller. Je pense qu'un pays, une entreprise qui innove pas, un pays qui n'innove pas est un pays qui part à sa ruine. Elisabeth Fernandez-Bégaud, là aussi, il faut y aller, il faut innover, mais quand même dans un respect du cadre défini. Oui, alors moi, le message, puisque je suis face à des élus locaux, j'ai un message, c'est de leur dire, lancez-vous sur le partenariat d'innovation. Il faut oser, comme tout ce qui est dans le Code des marchés publics, mais oser avec un cadre juridique, parce que c'est là où ça devient dangereux. Mais dès que vous avez le cadre juridique, il faut y aller, parce que c'est là où on pourra dire, voilà, on a fait de l'innovation. Frédéric Le Sur, pour RTE, votre conclusion sur cette thématique de l'innovation dans les marchés publics? Alors, moi, je vais terminer par un souhait, celui de voir notre projet de valorisation des déblais aboutir de manière avec plein de succès. Parce que les chantiers expérimentaux nous permettent vraiment d'avancer, d'avoir un véritable retour d'expérience, et c'est ce qui nous permet pour la suite d'assurer une meilleure performance technique, économique, et de vérifier que toutes ces solutions soient applicables dans des bonnes conditions de sécurité et de respect de l'environnement. Éric Vermeau, directeur de Vermeau TP, mais également président du cluster Éco-Chantier. Là aussi, il faut y aller, il faut innover. Vous vous êtes déjà engagé dans l'innovation, notamment avec la présence d'un laboratoire au sein de Vermeau TP. Il faut oser, c'est votre avis aussi? Oui, je pense que, comme M. Tasson le dit, on se doit d'innover. Les entreprises de travaux publics en France sont leaders au niveau mondial, donc il ne faut pas qu'on perde ce rang-là. C'est grâce à l'innovation qu'on est leader, donc il faut qu'on continue dans cette voie-là. Effectivement, on peut innover à travers des groupes de travail, à travers des appels à projets. Là, on n'est pas dans la procédure de code des marchés publics. Et puis, ce qui est intéressant et ce qui fait plaisir, c'est que l'année dernière, le contrat d'innovation n'existait pas.
Donc cette année, on a quand même un nouveau cadre juridique où on va pouvoir s'exprimer. Donc ça veut dire quand même qu'on avance. Peut-être que l'année prochaine, on aura aussi d'autres directives. Donc effectivement, il faut continuer dans le sens de l'innovation. Merci Eric Vermeaux, merci à Elisabeth Fernandez-Bégaud, merci à Marc Tasson, à Gilles Grosjean et à Frédéric Le Sur. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce carrefour des maires et des élus locaux de Franche-Comté, sur l'innovation dans les marchés publics, de l'expérimentation à la généralisation. Merci à vous.